Vladimir Poutine est-il en train d'échouer? Il y a 4 ans, le 24 février 2022, débutait l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Alors l'objectif initial de Poutine était de renverser le gouvernement ukrainien, sauf que 4 ans plus tard, l'Ukraine semble tenir, et ce malgré des difficultés très importantes. Mais alors est-ce réellement un échec pour la Russie et pour Vladimir Poutine? Que pourrait-il se passer désormais? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux en podcast à découvrir ce format, les actus culturels ou encore les interviews. Pour vous abonner sur les applis de podcast ou de streaming, je vous mets les liens directement en description. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que Vladimir Poutine était censé prendre Kiev, la capitale de l'Ukraine donc, en 3 jours. C'est avec ces mots que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commencé sa prise de parole ce mardi. Il a également déclaré, je cite, que Poutine n'a pas atteint ses objectifs. Du côté d'Emmanuel Macron, même son de cloche, il affirme, je cite, que la guerre en Ukraine est un triple échec pour la Russie, un échec militaire, économique et stratégique. Mais alors, qu'en est-il réellement? Ce mardi, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré que les objectifs de guerre de la Russie n'étaient pas encore atteints et que c'est pour cette raison que leur opération militaire spéciale se poursuivait. Et opération militaire spéciale, c'est le terme officiel utilisé par le gouvernement russe pour décrire ce qui est en réalité une invasion illégale d'un pays, à savoir l'Ukraine, et une guerre qui est menée maintenant depuis plusieurs années. Selon le porte-parole du gouvernement russe, beaucoup des objectifs de la Russie en Ukraine sont cependant déjà remplis. Il affirme notamment, je cite, que le but principal de la Russie était d'assurer, je cite, la sécurité des personnes vivant dans l'est de l'Ukraine. Pour rappel, dans l'est de l'Ukraine, donc à la frontière avec la Russie, il y avait déjà une guerre qui opposait Russes et Ukrainiens depuis 2014 dans la région du Donbass. Et donc la Russie estime que cet objectif est aujourd'hui atteint avec un certain nombre de territoires qui sont contrôlés par la Russie. La Russie tentait de justifier aussi cette invasion par le développement de l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis, en tout cas encore pour le moment. Et l'Ukraine avait dans le passé affirmé son ouverture à l'idée de rejoindre l'OTAN, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui. À noter enfin que dans le discours de Vladimir Poutine aujourd'hui, il y a une forme de convocation de l'histoire pour tenter de justifier l'invasion de l'Ukraine, en tentant aussi au passage de nier l'histoire qui est propre à la nation ukrainienne. On n'aura pas le temps de revenir en détail sur tout ça aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, ou alors évidemment dans la bande dessinée Hugo Décrypte en Russie qu'on a publiée il y a quelques mois et qui porte sur cette question de l'histoire de la Russie. Mais alors quel est l'état du front aujourd'hui? 4 ans plus tard, de nombreux analystes estiment que la Russie contrôle environ 19% du territoire de l'Ukraine. Globalement, même si la Russie a réalisé en 2025 ses plus grandes avancées territoriales depuis les premiers mois de l'invasion, aujourd'hui il faut tout de même noter que la Russie avance relativement légèrement, notamment dans le Donbass, et que l'Ukraine de son côté résiste et contre-attaque localement. Sur le plan humain, les chiffres restent très difficiles à vérifier puisque les deux camps ne détaillent pas officiellement leurs pertes, mais selon une étude du Center for Strategic and International Studies, qui est un groupe de réflexion états-unien, le conflit aurait fait 1,8 million de victimes militaires. Ça prend en compte donc les blessés, les disparus ou les personnes tuées. Et sur ce 1,8 million, près d'1,2 million de ces victimes seraient russes. Par ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas uniquement ici des conséquences sur les militaires. Cette guerre, c'est aussi de très nombreux crimes de guerre qui sont commis. Et il y a notamment l'ONG Human Rights Watch qui récemment a déclaré qu'il y avait, je cite, des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des violences sexuelles et des actes de torture menés par l'armée russe. Sur ce sujet-là, j'avais été notamment sur place à Boutcha, donc dans la banlieue ou la grande banlieue, on va dire, de Kiev, la capitale, où justement de très nombreux crimes de guerre ont été commis par l'armée russe. Alors, autre évolution qu'il faut tout de même noter, il y a quelques semaines, Elon Musk a décidé de déconnecter les forces russes du système internet par satellite qui s'appelle Starlink. Starlink, c'est donc un système de SpaceX, une entreprise qui appartient à Elon Musk. Et ce qu'on peut noter, c'est que depuis, l'Ukraine a réussi à recapturer l'équivalent des avancées russes au cours du mois de janvier. Selon les données de l'Institute for the Study of War, il s'agit de l'avancée la plus importante de l'Ukraine depuis près de 2 ans et demi. Une avancée qui est en partie due à cette décision d'Elon Musk, même si, attention, il faut rester extrêmement factuel, pour autant l'Ukraine reste en difficulté importante, y compris d'ailleurs avec cet hiver, de nombreuses frappes qui ont visé des centres énergétiques et qui ont poussé un certain nombre de territoires à être coupés d'électricité. Bon, concernant la possibilité d'un cessez-le-feu, ça fait des mois maintenant qu'il y a des négociations, des discussions dirigées par les États-Unis. Mais là aussi, malgré certains points qui avancent, l'une des questions principales, mais peut-être un point indépassable, c'est la question des territoires de l'est de l'Ukraine qui sont revendiqués aujourd'hui par la Russie. Selon Bloomberg, les États-Unis espèrent un règlement du conflit en Ukraine d'ici le 4 juillet, puisque c'est la date à laquelle Donald Trump doit présider les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Il souhaiterait potentiellement réussir à parvenir à un accord avant. Et de la même façon, lors de la campagne présidentielle en 2024, il déclarait qu'il pourrait régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Ce que l'on sait, c'est que l'Union européenne et les États-Unis ont énormément aidé financièrement
évidemment l'Ukraine ainsi que militairement. Mais cette aide, elle est aussi passée par des sanctions économiques visant la Russie. Il y a eu le gel des actifs russes placés dans des banques à l'étranger, notamment dans des banques européennes. Il y a eu aussi l'exclusion de plusieurs banques russes du système SWIFT, qui est une infrastructure bancaire qui est importante aujourd'hui pour un certain nombre d'échanges dans le monde. Je rentre pas dans le détail de toutes ces sanctions, mais la question aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que tout ça a réellement fonctionné. Depuis 2025, la croissance de la Russie, elle est tombée autour de 1% selon les déclarations de la Russie elle-même. Dans le même temps, de nombreux analystes estiment que les recettes pétrolières russes ont chuté entre environ 20 et 25% par rapport à 2024. Et pour autant, eh bien, la Russie continue à financer cette guerre. On peut noter par ailleurs que la Russie a réussi quelque chose qui n'était pas forcément envisagé au départ du côté des soutiens de l'Ukraine, à savoir le fait de comprendre que l'Union européenne et les États-Unis, ça allait être davantage compliqué désormais, et que eh bien, la Russie allait devoir se tourner vers d'autres marchés. On peut penser notamment à l'Inde, à la Turquie, encore évidemment à la Chine, qui est devenue son premier partenaire mondial. Pour résumer donc, les sanctions économiques occidentales, elles n'ont pas provoqué un effondrement de l'économie russe comme certains l'avaient évoqué. Ça n'a pas non plus forcé, en tout cas aujourd'hui, Vladimir Poutine à arrêter cette guerre en Ukraine. En revanche, eh bien, beaucoup d'analystes estiment que ça rend chaque année de plus en plus coûteux en quelque sorte pour la Russie le fait de poursuivre la guerre en Ukraine. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au vu des avancées des discussions, ou plutôt des non-avancées sur certains points clés, eh bien la guerre ne semble pas prête de se terminer. Emmanuel Macron s'est dit de son côté très sceptique sur la possibilité d'une paix à court terme. Zelensky affirme de son côté que Poutine ne veut pas de la paix et qu'il tente de jouer la montre dans les négociations. Globalement, la seule paix qui semble convenir à Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est une paix où il récupère officiellement tous les territoires qu'il a capturés en Ukraine ces derniers mois. C'est aussi une paix où il y a une garantie que l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN. En bref donc, disons les choses, c'est une paix qui serait une victoire pour Poutine. Et c'est ce qui fait donc que du côté de l'Ukraine et notamment de Zelensky, eh bien il y a un refus d'accepter ces conditions. Quoi qu'il en soit, depuis 2022, on suit régulièrement la situation, que ce soit via des documentaires qu'on a fait sur place, via aussi une interview de Volodymyr Zelensky que j'avais eu l'occasion de faire il y a un peu plus d'un an maintenant. On essaie d'analyser la situation et de faire des points les plus factuels sur le sujet pour comprendre ce qui se déroule réellement. Allez, je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. 10 000 soldats ont été déployés dans l'ouest du Mexique pour contenir les violences qui font rage dans le pays. On vous en parlait déjà ce lundi, ces violences ont été déclenchées par la mort lors d'une opération militaire du chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération qui s'appelait Nemesio Oseguera et qui était surnommé El Mencho. Cette opération et les affrontements qui ont suivi ont tué 25 membres de la garde nationale mexicaine, un agent de sécurité et un fonctionnaire du parquet. 46 membres du cartel ont aussi été tués selon les autorités. Ce lundi, le gouvernement mexicain a donc annoncé l'envoi de 2500 soldats supplémentaires dans l'état de Jalisco où était implanté le cartel et où l'essentiel des violences ont eu lieu. Au total, 10 000 militaires ont été déployés depuis dimanche dans la région. Dans la capitale Mexico, aucun acte de violence n'a été signalé. À noter que ces violences ont lieu à 4 mois de la Coupe du Monde 2026 de football, co-organisée avec les États-Unis et le Canada. La ville de Guadalajara, la capitale de l'état du Jalisco, est d'ailleurs censée accueillir des matchs. Deuxième actu, près de 20 pays, dont la France et l'Espagne, ont condamné ce jeudi, je cite, avec la plus grande fermeté, les récentes mesures prises par Israël pour renforcer son contrôle sur la Cisjordanie, un territoire palestinien. Pour le contexte, Israël a pris depuis le début du mois de février une série de mesures visant à accroître son contrôle sur la Cisjordanie, qu'elle occupe illégalement depuis 1967 selon l'ONU. À noter que ces mesures concernent aussi des secteurs placés sous le contrôle de l'autorité palestinienne en vertu des accords israélo-palestiniens d'Oslo signés dans les années 90. Ces 20 pays ont donc déposé dans un communiqué commun, je cite, une attaque délibérée et directe contre la viabilité de l'État palestinien et la mise en œuvre de la solution à deux États. Parmi les signataires, les pays scandinaves, l'Irlande, l'Égypte ou encore la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique basée en Arabie Saoudite. Ils appellent Israël à revenir immédiatement sur ces décisions. On vous en avait parlé, mardi dernier, 85 États membres des Nations Unies avaient d'ailleurs déjà condamné ces mesures israéliennes. En dehors de Jérusalem-Est, considéré par le droit international et l'ONU comme un territoire palestinien occupé illégalement, plus de 500 000 Israéliens vivent aujourd'hui en Cisjordanie dans des colonies au milieu de 3 millions de Palestiniens. Et je le disais, ces colonies sont jugées illégales au regard du droit international par l'ONU. Troisième actu, les nouveaux droits de douane mondiaux de 10% décidés par le président américain Donald Trump vendredi sont entrés en vigueur ce mardi. Vendredi dernier, la Cour suprême des États-Unis, donc la plus haute autorité judiciaire du pays, avait déclaré illégale sa première décision d'appliquer des droits de douane réciproques à la plupart des pays du monde. Et ce nouveau taux de 10% vise donc à remplacer les droits de douane existants jusqu'ici. Ils s'appliquent sur les produits importés aux États-Unis et sont payés par les entreprises qui importent, donc les commerces et les consommateurs basés aux États-Unis. Elles ne remplacent pas en revanche les droits de douane qui concernent des secteurs comme le cuivre, l'automobile ou encore le bois et qui peuvent atteindre entre 10 et 50%. En tout cas, cette décision de la Cour suprême rend désormais possible les remboursements des surtaxes déjà payées par les entreprises, pour beaucoup américaines ces derniers mois. L'an dernier, ce montant a dépassé les 130 milliards de dollars. Le groupe de livraison de colis FedEx a par exemple porté plainte ce lundi contre le gouvernement américain pour obtenir cet argent et l'entreprise a demandé au tribunal américain du commerce international de trancher. Il s'agit de la première
première plainte du genre déposée par une grande entreprise américaine depuis l'annulation des droits de douane. Quatrième info, l'une des plus importantes tempêtes de neige depuis 10 ans touche actuellement l'est des États-Unis. L'état d'urgence a été décrété dans 7 États américains et plus de 40 millions de personnes sont touchées. Dans la ville de New York, 8 millions d'habitants ont reçu l'ordre de rester chez eux et les rues ont aussi été fermées à la circulation. Jusqu'à 90 cm de neige sont tombés par endroits avec des bourrasques à 90 km/h. Près de 570 000 foyers ont aussi été privés d'électricité vers 21h heure de Paris, dont plus de 285 000 dans le Massachusetts. Les écoles, les services municipaux et les commerces étaient également fermés ce lundi en fin de journée, tout comme le siège des Nations Unies dans le quartier de Manhattan. Ce lundi, plus de 6 000 vols ont été annulés dans les aéroports de New York, Boston et Philadelphie notamment, et les perturbations devraient se poursuivre ce mardi, mais le maire de New York, Zoran Mamdani, a annoncé que, je cite, selon les prévisions actuelles, le pire est passé et aucun blessé n'a été signalé pour le moment. Cinquième actu, plus d'un étudiant sur deux vit avec moins de 200 € après avoir payé son loyer, selon une enquête du syndicat étudiant Lafage, la première organisation étudiante en France. Autre chiffre fort de l'étude, près d'un étudiant sur 4 vit même avec moins de 100 € par mois une fois leur loyer réglé. Le loyer moyen des étudiants atteint 491 € et 772 € à Paris, soit la moitié de leur budget. Selon Suzanne Nijdam, la présidente de Lafage, les logements coûtent trop cher et ne sont pas du tout adaptés aux réalités étudiantes. L'étude montre aussi qu'un étudiant sur 3 est en situation de mal logement et que ça entrave fortement la poursuite des études. Parmi les problèmes, des moisissures pour 18,3% d'entre eux, des dégâts des eaux pour 16,5% d'entre eux, la présence des nuisibles pour 13,3% ou encore des matériaux dangereux pour 1,2%. Lafage appelle donc à la création d'un plan d'ensemble avec une augmentation massive de l'offre de logements sociaux étudiants, un encadrement des loyers, une réforme du calcul des bourses ou encore un renforcement de l'accompagnement social. Et on finit avec cette info, 5 boutiques physiques Shein vont ouvrir ce mercredi dans les BHV, donc des grands magasins de plusieurs régions de France, a annoncé ce mardi la plateforme d'ultra fast fashion chinoise. Ces boutiques se trouveront au sein des BHV de Limoges, d'Angers, de Dijon, de Grenoble et de Reims. Elles étaient initialement prévues pour fin 2025, mais leur ouverture avait été repoussée, alors que l'ouverture de la première boutique physique Shein au BHV de Paris avait été vivement critiquée. Ces ouvertures sont le fruit d'un partenariat entre la société des grands magasins qui détient le BHV et Shein. Et concernant la boutique de Paris, Frédéric Merlin, le patron des BHV, a déclaré que l'expérimentation n'était pas concluante pour le moment. Les prix seraient plus élevés qu'en ligne selon les clients, ce que Shein dément. Merci beaucoup Samy. Alors je rappelle peut-être pour tous les nouveaux, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, que ce format des actus du jour, en plus des actualités culturelles et en plus de toutes les interviews que je fais, et bien tout ça c'est disponible sur le même flux de podcast audio. Pour le découvrir, vous tapez Hugo Décrypte sur n'importe quelle appli de podcast ou Spotify ou Deezer. Vous vous abonnez aux actus du jour, ça vous prend 2 secondes, ça vous permet de pouvoir aussi recevoir facilement l'actualité en audio quand vous êtes dans les transports ou autres, c'est idéal. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.